Chers amis auteurs de Radio Rumuri, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 octobre 2023. J'allais reculer de quelques trentaines d'années, je voulais me rajeunir encore, mais c'est trop tard. Donc, nous sommes mardi, le 10 octobre 2023, et nous sommes exactement, il est 19h27 minutes dans nos studios de Radio Rumuri, et où nous sommes, moi je suis Célestin Savahire, et je suis dans les studios numéro 2, ici à Bruxelles, en Belgique. Aujourd'hui, nous allons consacrer une grande partie de nos émissions à la partie en langue française, parce que comme vous le savez, tous les mardis, nous animons nos émissions en langue française, et puis à Kinyarwanda, c'est lorsque nous avons le temps. Et aujourd'hui, nous allons vraiment essayer de nous consacrer sur deux sujets principaux, deux thèmes principaux. Un thème qui défraie la chronique pour le moment, surtout en relation avec la guerre qui se déroule en RDC, surtout à l'est de la RDC, où nous sommes en train d'assister à ce qu'on peut qualifier peut-être de contre-offensive, mais nous allons analyser ça de plus près. D'ailleurs, il y a certains doctrins qui se posent la question de savoir est-ce que nous serions-nous en train d'assister au début, à la fin de la guerre qui se déroule en RDC depuis des décennies. C'est une question que nous allons nous poser au vu justement de l'évolution de la situation en RDC, à l'est de la RDC. Mais nous n'allons pas nous baser seulement sur les informations que nous recevons. Nous allons essayer de nous baser sur quelques analyses. Les analyses qui se passent pour le moment, vraiment faire une analyse géopolitique pour voir vraiment ce qui se passe réellement. Est-ce que, même si le M23 était vaincu, est-ce que ça signifierait pour autant que c'est la fin des problèmes au niveau du Congo? Ça, c'est notre problème, ça, on va en débattre tout à l'heure. Et le deuxième sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le sujet en relation avec les droits de l'homme qui continuent à être violés par le FPR. Cette fois-ci, vraiment, il vient de faire la chronique internationale parce qu'il vient de, comment est-ce qu'on peut appeler ça, il y a un rapport de Human Rights Watch qui vient de sortir aujourd'hui même. C'est un rapport qui est encore tout chaud, que je vous apporte aujourd'hui, que je vais vous présenter tout à l'heure. Le rapport qui, cette fois-ci, vraiment, qui met l'accent sur l'aspect planétaire, oui, je dis bien, l'aspect mondial des abus commis par le FPR vis-à-vis de ceux qui essayent de critiquer ce régime, ou tout simplement ceux qui essayent de dire la vérité de ce qui se passe au Rwanda, ceux qui essayent d'essayer vraiment de se battre pour que les choses puissent changer chez nous au Rwanda, pour que les droits humains soient plus respectés. Nous allons aborder ce thème, essayer de l'analyser aussi un peu plus en profondeur. Et comme d'habitude, nous sommes accompagnés de notre invité de tous les mardis, presque tous les mardis. J'ai nommé monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney-Gimana, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas... Bonjour, cher frère Célestin Sevahile, bonsoir. Bonsoir à tous nos frères et sœurs, compatriotes et autres frères de la région. Bonsoir à tous nos auditeurs, bien sûr. Et comme vous le dites, je suis là, à l'heure, avec 5 minutes de retard, disons la vérité. Oui. Mais vous étiez occupé à autre chose aussi, donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, donc bienvenue, comme d'habitude, aux antennes de Radio Rumuri, et on va essayer vraiment d'entrer directement vraiment dans le vif du sujet. C'est de regarder la situation qui se déroule pour le moment à l'est de la RDC. Ça fait quelques émissions quand même que nous avons abordé ce thème, parce que c'est un thème vraiment très préoccupant pour la sécurité de toute la région, en fait, de toute la région des Grands Lacs, tout simplement. Pour le moment, nous sommes en train de la situation actuelle, nous sommes en train de voir la reconquête de certaines localités par ce qu'on appelle les Wazalendo. On va voir ce que c'était vraiment, ce que ça cache réellement, parce que nous devons préciser que jusque maintenant, en tout cas à ma connaissance, nous n'avons pas encore de déclaration de l'armée, des forces armées de la NDC qui dirait officiellement qu'ils sont en combat, qu'ils auraient vraiment repris les combats contre les M23 soutenus par le Rwanda, évidemment. Ce que nous observons pour le moment, c'est surtout les déclarations de ce qu'ils appellent les Wazalendo, c'est-à-dire vraiment les citoyens congolais qui viennent vraiment lutter pour la sauvegarde de leur souveraineté. Et nous sommes en train d'assister
aux reprises, et puis à la perte, aux reprises encore de certaines localités de l'Est de la RDC qui étaient occupées par le M23. Je voudrais vraiment vous inviter à nous dire ce que vous savez jusqu'à maintenant sur la situation qui évolue à l'Est de la RDC pour qu'on puisse vraiment analyser cette situation en profondeur, monsieur l'ambassadeur. À vous la parole. Merci beaucoup. Vous savez que je ne suis pas un reporter de guerre, hein, mais j'essaie quand même de suivre tous les jours, chaque minute, même si je fais autre chose, mais je pense que vraiment, c'est ma préoccupation actuelle de savoir comment se portent les populations de la région, surtout dans le nord Kivu, mais aussi, même si on ne le dit pas souvent, au sud Kivu. Au sud Kivu, heureusement, il y a une sorte d'équilibrage hein, depuis l'arrivée de l'armée burundaise, qui a vraiment stabilisé les choses et qui a poussé jusque dans ces derniers retranchements le groupe qui massacrait les populations locales, le groupe Red Tabara, envoyé par Kagame dans cette région pour tuer les populations et pour essayer de renverser le pouvoir du Burundi, le pouvoir actuel, qu'ils disent être un pouvoir de Hutu, que Kagame veut absolument renverser. Dans le Nord Kivu, cette semaine a été marquée par une avancée fulgurante. Hein, je pense, celui qui n'a pas vu ça, c'est qu'il n'a pas voulu le savoir ou n'a pas voulu suivre. Hein. Ce qu'on appelle les Ozaendo, parlons-en, ce sont des groupes de défense de jeunes Congolais locaux. Ce ne sont pas des militaires venus de Kinshasa, de Lubumbashi, du Kasaï ou ailleurs, ce sont des natifs de Massissi, Rutshuru, Beni et toute cette région-là, qui se sont, après les pourparlers de Nairobi, entre les chefs d'État de la région et entre le médiateur désigné par l'EAC pour parler justement avec tous ces groupes de résistants qui étaient dispersés avant. C'est après cela que les groupes de résistants autochtones, c'est-à-dire les patriotes congolais, ont accepté de se mettre du même côté que l'armée nationale pour combattre les agresseurs, c'est-à-dire l'armée rwandaise essentiellement et ses supplétifs de ce qu'on appelle le M23, qui disent se battre, il faut aussi le préciser, en étant fidèles hein, à leur discours. Le M23 qui disent se battre au nom des Tutsis du Kivu, des deux Kivu, du nord et du sud Kivu. C'est ce qu'ils disent, leur porte-parole en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Maintenant, ils ne sont pas suivis par tous les Tutsis non plus de cette région, pas du tout. Mais c'est le gouvernement rwandais qui les instruit, qui leur demande de présenter les choses comme ça, d'autant que le président Kagame lui-même et le ministre des Affaires étrangères, l'année dernière déjà, ils avaient présenté les choses de cette manière, en disant, de toute façon, cette région nous revient, ou devrait nous revenir, parce qu'elle est habitée par des Tutsis ou des Hema, avait-il précisé, en ce qui concerne les Touris, en disant que c'est des régions qui lui étaient naturellement propriétaires, que donc, en fait, à tout moment, le Rwanda pouvait annexer ces régions, ce qui ne correspond pas à la réalité, ni historique, ni sociologique, ni de toute autre nature. C'est pourquoi les jeunes de cette région se sont mobilisés en disant, mais écoutez, ceux-là, ils annoncent les couleurs, ils disent qu'ils viennent pour une partie de notre population. Est-ce que la partie de notre population qui vit avec nous est d'accord? Certains ont dit oui, nous soutenons le M23. Et d'autres ont dit, nous ne sommes pas d'accord avec ça, c'est une logique de destruction et nous ne pouvons pas suivre le M23 dans cette logique. Effectivement, il y a eu des Tutsis du Nord Kivu qui ont été assassinés et tués par le M23 parce qu'ils ne voulaient pas le suivre. Évidemment, tous les ordres venaient de Kigali, en fait. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec des groupes d'autodéfense, de jeunes qui n'avaient pas les moyens, ils le disent eux-mêmes, ils n'avaient même pas de quoi manger, ils n'avaient pas les armes, ils se battaient avec les moyens du bord, sans savoir trop ce qu'ils allaient devenir le lendemain. Il y en a beaucoup qui sont morts au front. Mais parce qu'en ce moment-là, depuis l'attaque du M23, l'armée congolaise, je pense, n'était pas prête à résister. C'est ce que le gouvernement congolais a annoncé. Et donc, ils ont commencé progressivement à former une véritable armée nationale prête à protéger son territoire. Entre-temps, les Wazalendo, les jeunes patriotes congolais, ont fait le job, sans moyens.
Et cette fois-ci, ils nous disent, à travers les vidéos qu'ils nous envoient, les discours qu'ils tiennent, les déclarations qu'ils font par écrit ou dans des vidéos, en français, en swahili, en lingala, ils nous disent, maintenant, nous avons quelques moyens. Ce n'est pas à nous d'aller leur demander d'où avez-vous tiré ces moyens. Dieu merci, ils ont des moyens qui leur permettent en tout cas de résister à l'agresseur, à l'occupation de leur territoire par le Rwanda et ses supplétifs du M23, à protéger les populations locales, parce que c'est ça le drame. La nuit précédente même, la nuit dernière, vous savez, le M23 a assassiné une dizaine de personnes dans un village de Rutshuru, en sélectionnant les chefs coutumiers et les leaders d'opinion, et qu'ils ont exécutés froidement. Ça, c'est la dernière nouvelle qu'on a eue. Et ma foi, s'ils le font, justement, c'est pour neutraliser tout le monde. Ils savent qu'au Congo, les chefs coutumiers, ils ont beaucoup d'importance dans la société. Ils savent qu'ils peuvent donner des ordres, qu'ils peuvent montrer de la résistance politique ou autre. En tout cas, ne pas suivre le Rwanda aveuglément. Et donc, ils commencent toujours comme ça. Comme en 1996, comme en 2012. Dans cette région, il y a eu, on dénombre beaucoup de chefs coutumiers assassinés par l'armée rwandaise, beaucoup de membres du clergé local, des prêtres catholiques, des évêques. Ouais, c'est une politique vraiment d'épuration de tout ce qui est intelligentsia locale. Et dans cette intelligentsia locale, on peut aussi faire un breakdown un peu plus précis. Ils ciblent en particulier des Hutus, ou les Hutus de la région, mais aussi les Bahundés, les Nanga, toutes les tribus du Nord Kivu. Et cela, on ne peut pas évidemment le pardonner, on ne peut pas laisser faire. La chance qu'ils ont eue, les Wazalendo, c'est que pour la première fois, il y a un gouvernement à Kinshasa qui les comprend, qui accepte leur légitimité dans cette résistance. Est-ce qu'il leur donne des moyens? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, il y a comme une compréhension réciproque. Les Wazalendo comprennent que l'armée ne peut pas s'engager immédiatement parce qu'elle est soumise à des lois internationales, à des accords signés avec les pays de la région et autres. Et en revanche, le gouvernement congolais comprend aussi que les Wazalendo qui vivent au quotidien ce drame, qui sont victimes de ces massacres, de ces brimades, de cette terreur, elles ne peuvent pas se laisser faire. Ce sont des jeunes qui disent autant mourir au front plutôt que d'être tués par les troupes rwandaises. Voilà globalement la situation. Donc cette semaine a été caractérisée quand même par une remontée en puissance des Wazalendo qui ont pu chasser le M23 et l'armée rwandaise de plusieurs localités du nord, notamment à Masisi. Principalement, tout s'est déroulé à Kichanga, il y avait des allées devenues. Je viens d'ailleurs de voir un message venant du Rwanda qui dit que éventuellement l'armée rwandaise M23 aurait repris Kichanga ou je ne sais pas. On saura, on saura. Ce n'est pas là le problème. Le problème, ce n'est pas la succession des batailles de qui perd telle colline, de qui perd tel village, de qui perd telle vallée. Non. Le problème, c'est où se trouve la légitimité. Est-ce que demain, les Congolais dans leur entièreté, le gouvernement congolais, l'armée congolaise, vont accepter que le Rwanda continue à se promener, à se balader sur leur territoire, en laissant faire parce qu'il y a le AC, parce qu'il y a, voilà, au niveau de l'Union africaine, il y a des acquaintances, il y a des sympathies. Le Rwanda s'est organisé pour avoir des hauts fonctionnaires de l'Union africaine, et maintenant d'ailleurs de la CEA à Addis Abeba, des compatriotes qui sont nommés à de très hautes fonctions de décision. Donc ça aussi, ça freine un peu la diplomatie congolaise, mais on est vraiment tous d'accord que depuis 4 ans, la diplomatie congolaise, elle n'a pas fait de miracle, mais elle a eu une sorte de remontade fulgurante et extraordinaire. Tout le monde peut le constater quand même. Et cela, c'est sans parti pris. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment de ce bref, vraiment, bref résumé de la situation. Vous avez bien fait de préciser que on ne fait pas de reportage ici. On va vraiment essayer d'analyser la situation tout simplement au vu des informations dont nous disposons justement et essayer vraiment d'analyser pour voir. Parce que on va même faire une sorte de comparatif. Parce que vous et moi, nous sommes quand même
d'un certain âge, d'un âge certain, tout ce qui s'est passé chez nous depuis 1990, nous savons vraiment ce qu'on appelle le modus operandi de l'FPR. Tout à l'heure, vous avez parlé des assassinats des hauts dignitaires congolais, des chefs, qui sont vraiment bien respectés par la population. Et nous pouvons vraiment, déjà d'emblée, parce qu'avant d'aller plus loin dans l'analyse, nous aimerions vraiment faire partager aux Congolais la façon dont les faits procèdent. Tout à l'heure, nous avons vu récemment, il y a deux jours ici que j'avais vu, où on nous montrait les images d'un village qui brûlait et de quelqu'un qui parlait en Swahili qui disait que nous sommes en train de brûler leur maison en parlant de Tutsi. Et j'ai vu l'écho que ça a fait dans la presse rwandaise, notamment dans le journal Igihe. C'est vraiment de relever, c'est de faire comprendre au monde entier qu'il y a un début de génocide de Tutsi au Congo. Que vraiment, que tout le monde doit être alerté. Et ça, nous savons que c'est le jeu qu'il joue. Et il veut vraiment faire commettre des erreurs peut-être au niveau des Mazalendo et autres. Il faut vraiment, d'un côté, nous allons essayer vraiment de leur partager notre vécu, ce que nous avons vécu chez nous, au point de vue des assassinats qu'ils ont commis chez nous au Rwanda, et qu'ils ont même imputé aux autorités locales, aux autorités de Diamana à ce moment-là, et essayer de jouer sur cette corde, d'essayer vraiment de montrer, d'ouvrir les yeux aux Congolais sur cette campagne qu'ils font pour dire qu'il y a un début de génocide, et un génocide contre les Tutsis qui se passe là-bas, pour que justement le FPR, l'armée rwandaise, puisse maintenant entrer ouvertement, officiellement dans les conflits pour soi-disant aller protéger leurs congénères, les congénères et Tutsis. Je voudrais vraiment sur deux points que vous nous aidiez vous aidiez surtout aux Congolais, parce que nous, on a déjà vécu ça, je vous allais dire que c'est trop tard pour nous, mais vraiment de leur faire bénéficier de cette expérience malheureuse que nous avons, vraiment pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. Lorsqu'ils voient un assassinat d'un dignitaire, pour qu'ils comprennent ce qui se passe derrière. C'est vraiment, et puis surtout pour essayer de leur expliquer, ils doivent avoir une certaine adhésion, une certaine une cohésion, une certaine vraiment unité, pour ne pas commencer à se diviser à gauche, à droite, il y a l'opposition, parce que nous avons vécu chez nous au Rwanda. C'est vraiment trois points que je voudrais que vous parliez, parce que nous avons connu chez nous au Rwanda aussi cette division de l'opposition qui faisait le jeu du FPR. Et il en a profité d'ailleurs pour prendre le pouvoir très très facilement. Donc vraiment, il faut essayer de donner de faire partager aux Congolais ces trois expériences que nous avons vécues chez nous et qui nous ont coûté très très cher. Pour essayer vraiment qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie beaucoup. Je m'en voudrais de ne pas essayer de donner des leçons aux Congolais parce qu'ils ont tout compris, ils vivent la situation directement. Et surtout pas, bien sûr, aux Congolais de la région concernée par cette guerre. Hein. Ils comprennent, ils savent mieux que nous. Ils ont subi cette guerre, ils ont subi ces massacres depuis bientôt 30 ans. Il faut le savoir. Parce que les premiers Rwandais qui ont traversé massivement la frontière, c'était les Hutus qui fuyaient le FPR en 1994. Nous sommes donc à 29 ans de ce phénomène, de ce qu'un ami a appelé séisme. C'était un grand séisme qui a frappé le Rwanda en 1994. C'est l'expression qu'utilise notre frère Pierre-Célestin Bakunda Ikicharo, que je salue au passage. Eh bien, c'était vraiment un grand séisme en 1994. Et au moment où les réfugiés pensaient enfin se reposer de cette longue marche de Byumba jusqu'à Bukavu, jusqu'à Goma, jusqu'un peu plus loin, pour commencer à vivre comme des êtres humains, comme des réfugiés enfin, le gouvernement de Kagame, qui n'était pas encore président, mais qui était le chef de l'armée du FPR, bien sûr, de l'APR, eh bien, ils ont attaqué le Congo avec Kabila et ce qu'ils appelaient les Banyamulenge à l'époque. C'est là qu'a commencé la guerre des Banyamulenge, qui ont ravagé la région, les Grands Lacs, qui ont ravagé les deux Kivu, le Haut-Zaïre à l'époque, ça s'appelait, le Kasaï ou les deux Kasaï, toutes les régions du Congo ont été concernées et atteintes par la guerre de la FDL conduite par James Kabarebe, le général rwandais qui est aujourd'hui secrétaire d'État
aux affaires étrangères, à la coopération régionale au Rwanda. Et tous les Banyamulenge que vous connaissez, les Tutsis du Congo, de Haut, comment il s'appelait, celui qui a donné des interviews au départ, hein. Puis ceux qui sont à Kinshasa aujourd'hui, Nyarugabo, et, leurs camarades, jusqu'à ce que Kabila ait découvert le pot et qu'il les chasse du Congo, après sa prise du pouvoir. Donc, on ne va pas donner des leçons aux Congolais, ou on peut leur parler de temps en temps de nos expériences s'agissant du FPR, mais ils ont tout compris. Depuis cette période 96, 17, 2003 et plus tard, ils ont vu le FPR à l'œuvre dans les villages congolais, dans les forêts congolaises, où ils ont traqué les Hutus rwandais, où ils ont massacré des centaines de milliers de Congolais au départ, pour atteindre aujourd'hui plus de 12 millions de Congolais morts à cause de cette barbarie, malheureusement, qui est imputable au pays d'où nous venons tous les deux, Célestin, Sebahile, le Rwanda. Eh bien, donc de ce côté-là, que les Congolais sachent tout simplement que au moment où ils sont en train d'avancer ou d'engranger des victoires, hein, dans des batailles qui feront partie des annales de la guerre de l'Est du Congo, la guerre de Kichanga, bien évidemment, on en parlera dans tous les livres d'histoire. La guerre de Rutshuru actuellement, Bunagana et ailleurs, Nyiragongo, on en parlera toujours parce que ça fait partie des épisodes les plus sanglantes ou les plus sanglants de cette guerre. Moi, une leçon que je peux tout simplement tirer et attirer l'attention de tous nos amis, qu'ils soient rwandais, qu'ils soient congolais, c'est d'éviter de tomber dans le piège facile de la victoire même hautement acquise, hein, de haute lutte, hein, comme les Oazalènes sont en train de nous le montrer. Il ne faut pas tomber dans le syndrome de Hannibal. Hannibal, que vous connaissez, je ne me souviens plus des dates, en tout cas c'était dans les années 100 et quelques, hein, dans l'histoire de Rome, un grand général carthaginois qui faisait la guerre contre Rome et qui a traversé, qui est arrivé pas très loin de Rome, hein. Et après la victoire qu'il avait engrangée contre les troupes romaines, il est arrivé dans une ville qui s'appelait Capoue. Et là, il a dit à ses militaires, écoutez les gars, on s'est tellement donné à cette guerre, on est fatigué, on a eu des privations, maintenant je vous donne l'autorisation de vous amuser avant de poursuivre la guerre contre Rome, pour aller conquérir Rome. Et donc, ils ont fait ce que beaucoup d'historiens, d'analystes ont dit, ils se sont amusés, ils ont goûté aux délices de Capoue. C'est enseigné par des grands historiens de l'époque, des philosophes. Et donc, les délices de Capoue aujourd'hui, ça peut être quoi? Ça peut être qu'après la prise de certaines villes de Massissi, la moitié des villages ou des cités de Rutshuru, que les Wazalendo et l'armée congolaise disent enfin, nous avons poussé l'ennemi à bout, il ne peut plus redresser la tête. Ça, ce serait une grosse erreur parce que Kigali est en train de s'organiser pour justement relancer une contre-attaque qui peut aller jusqu'à... J'ai appris ce matin qu'une réunion avait eu lieu au Rwanda et qu'une autre a eu lieu dans les régions occupées encore par le M23 dans le Nord Kivu, et que le mot d'ordre est d'utiliser les snipers. Donc, Kigali a envoyé des snipers dans le Nord Kivu depuis 24 heures. Parce qu'ils se sont rendus compte que les Wazalènes avaient des snipers et que ces snipers avaient touché le haut, disons, le sommet de l'iceberg qu'on ne voyait pas, les officiers rwandais qui dirigeaient et qui dirigent encore le M23. Certains des officiers d'ailleurs qui avaient trahi la FARDC, ils ont utilisé leur sniper. Et Kigali dit, la seule façon de les contenir, c'est d'assassiner certains généraux
qui dirige les Wazalendo. Et donc, qu'ils sachent que cette opération est conçue et elle est déjà prête à être mise à l'œuvre. Donc, Kigali veut assassiner certains des jeunes qui dirigent les troupes des Wazalendo, des patriotes résistants congolais. Il faut qu'ils le sachent. Et il ne faut surtout pas que ça s'arrête. Donc, ceci, bien sûr, ça s'adresse aux Wazalendo eux-mêmes sur place. Mais le gouvernement congolais, l'armée congolaise doivent savoir aussi que si les Wazalendo ne sont pas appuyés, s'il n'y a pas consolidation de l'avancée des Wazalendo, s'il n'y a pas des militaires ou de la police congolaise dans les villes conquises par les Wazalendo depuis cette semaine, eh bien, nul doute que les troupes rwandaises, les troupes du M23, avec l'aide d'ailleurs, tout le monde le sait aujourd'hui, ce n'est plus un tabou, aidé par le contingent ougandais et le contingent kényan, soudanais, sud-soudanais aussi on dit, paraît-il, je n'ai pas de confirmation, mais en tout cas les deux, l'Ouganda et le Kenya, sembleraient s'être mis en branle pour aider les M23 à passer, à se mettre même dans l'uniforme de l'EAC, que des officiers rwandais, des militaires rwandais arrivés récemment porteraient l'uniforme de l'EAC, Ouganda et Kenya. Il faut qu'on soit très, très vigilant. Il faut qu'on soit très vigilant et ne tombons donc pas dans le syndrome de Hannibal. Ne prenons pas Kichanga pour Kapu. Voilà ce que je voulais dire. Le reste, oui. Le reste pour revenir à l'assassinat des autorités ou des leaders d'opinion que le FPR pratique bien depuis son introduction dans ce pays, depuis l'arrivée à Bukavu déjà, comme vous le savez, parce que c'était la première grande ville à être occupée. Ils ont ciblé Monseigneur Muzirwa, qui était vraiment la voix des sans-voix, qui était l'homme qui appelait au secours pour la population congolaise de Bukavu, du sud Kivu, des Banyamulenge d'ailleurs, il disait ce sont des paysans qui n'ont pas fait d'études. Il ne faut donc pas qu'ils tombent dans le piège du FPR. Et il a assassiné donc Monseigneur Muzirwa et quelques autres responsables de l'Église catholique dans le nord. Quand ils ont traversé Goma, ils ont tué Monseigneur Catalico et plusieurs autres, et beaucoup d'autres évêques et prêtres, pour, n'est-ce pas, éviter tout témoignage. L'objectif, c'est de liquider les témoins. C'est pourquoi, dans Rutshuru, hier, les principales victimes, ce sont des chefs coutumiers et des leaders d'opinion de la place. Ça, au moins, c'est clair, c'est la méthode FPR, c'est ce qu'ils ont fait au Rwanda quand ils ont traversé la frontière en 90. Les premières victimes, après quelques mois en reconnaissant les lieux, en sachant qui est qui, les premières victimes, c'était les parents des hauts fonctionnaires Hutu de Byumba, qui étaient dans leur préfecture, bien sûr. Ils en ont liquidé beaucoup, des enseignants, des agronomes, tous ceux qui étaient visibles dans la société rwandaise, les leaders d'opinion, ceux qui avaient fait des études qu'ils appelaient intellectuals, ils les ont liquidés. Et puis, ils ont continué le même exercice partout dans le pays. Mais enfin, c'est une caractéristique importante. Tuer les intellectuels, tuer l'intelligence d'un pays, c'est un génocide, ni plus ni moins. Alors, l'autre élément que vous vouliez qu'on discute, c'était quoi le troisième? Au point de vue de la diplomatie, parce que là, vous avez bien montré que les Oisalais ne doivent pas dormir sur leurs deux oreilles, sur l'oreiller comme ça, parce que rien n'est encore fait. D'ailleurs, on va encore voir tout à l'heure, quand on va essayer d'avoir une vision beaucoup plus large, notamment en évoquant, vous en avez touché un mot tout à l'heure, en évoquant le rôle de l'EAC, parce que nous avons par exemple vu le facilitateur pour le moment commencer à appeler aux gens, les Wazalendo, qu'ils puissent vraiment
lancer un appel pour que les partis engagés dans les actes de combat, tout simplement, puissent arrêter tout ça. Tout ça, on va aborder ça. Mais l'autre point que donc, je voulais vraiment que vous partagiez l'expérience des Rwandais à son propos, c'est la cohésion, l'unité des populations. Parce que nous avons vu comment le FPR s'était infiltré dans les différents partis politiques au Rwanda lorsqu'on avait accepté le multipartisme. Le FPR passait par le front militaire, ils avaient leur aile politique, leur aile militaire, mais ils s'infiltraient aussi au sein des partis politiques au niveau à l'interne. Et d'ailleurs, récemment, le grand penseur du FPR, Tito Rutaremala, l'a admis, en disant qu'ils avaient infiltré tous les partis, même les MND, partout, tous les partis, ils avaient infiltré, ils avaient mis leurs pions qui étaient là juste pour sommer la zizanie au sein des populations au niveau national pour que le Rwanda devienne tout simplement ingouvernable. Vraiment, je voulais que vous expliquiez aux Congolais aussi, parce que nous avons déjà vécu ceci, pour qu'ils fassent attention au niveau de leur parti, parce que j'ai vu, on assiste souvent les partis d'opposition qui ne comprennent pas l'ampleur et la gravité de la situation, qui pensent qu'on est dans la politique normale, alors que je pense que le Congo devrait vraiment déclarer l'état de guerre carrément, pour que vraiment il y ait une situation qu'ils puissent d'abord contrôler leur territoire et puis alors faire de la politique. C'est vraiment cet aspect politique des partis qui peuvent vraiment, partis politiques qui peuvent vraiment jouer le jeu du FPR sans le savoir, hein, que vous voulez vraiment qu'on puisse leur partager notre expérience malheureuse chez nous au Rwanda. Alors, Oui. vous avez raison sur ce point, hein. Là aussi, je ne suis pas un donneur de leçons, mais les gens le savent, tout le monde le sait, tout le monde le dit d'ailleurs, notamment quelques journalistes congolais très courageux qui voient le nœud du problème. Ce n'est pas le moment de se disperser aujourd'hui, même pour un objectif très noble comme la réussite des élections présidentielles de décembre 2023. Même pour ça, on n'a pas le droit de se diviser, de se mettre parfois en position d'aider l'adversaire, d'aider l'agresseur. Si c'était juste un pays voisin, pourquoi pas ne pas avoir des sympathies pour un voisin, mais c'est un pays, notamment le Rwanda, donc, qui a agressé le Congo. Là, c'est une limite. C'est une limite que personne n'a le droit de dépasser. Un opposant politique n'a pas le droit de soutenir l'agression d'un pays voisin contre son propre territoire. Personne n'a le droit de le faire. Ça s'appelle trahison. Si vous le faites en France, je vais vous donner un exemple hein, très présent et actuel. Je prendrai deux cas. Le cas de l'Ukraine et aujourd'hui d'Israël. Cher frère Célestin Sévahid, vous habitez en Belgique. Je vous assure, si vous vous amusez à prendre une position officielle en critiquant l'Ukraine, en louant celui qui a envahi l'Ukraine, c'est-à-dire Poutine, si aujourd'hui vous osez critiquer Israël dans sa confrontation actuelle avec la Palestine, parce que c'est vrai que l'attaque du Hamas est venue de Gaza. Mais tout peut s'expliquer par un phénomène de qui agresse qui fait quoi, qui souffre de quoi, où sont les frustrés, où sont les dominateurs. Justement, sur la radio Ouroumoli, je ne peux pas oser personnellement. Là, je me déclare vraiment en forfait. Je ne peux pas parler de cette question, par exemple. Pourtant, nous sommes en France, dans un pays censé être le modèle, le grand modèle de démocratie et de liberté d'expression. Mais au Congo, on voudrait permettre que des journalistes qui travaillent pour l'opposition, que des opposants eux-mêmes se mettent ou prennent des positions favorables au Rwanda qui a agressé le Congo. Vous savez, c'est une liberté jamais vue dans des pays en guerre. Comme vous dites, si le Congo avait déclaré l'état de guerre, peut-être que ça n'arriverait pas même. De toute façon, ça arrive. Puisqu'il y a des opposants même qui n'ont jamais parlé de la guerre de l'Est, jamais, qui parlent des élections présidentielles pour démolir bien sûr le régime en place, c'est de leur droit.
et qui ne parle jamais de la souffrance des populations du Nord Kivu, du Sud Kivu, d'Ituri, qui ne parle jamais de tous ces milliers de victimes tuées par le mouvement ougandais, là. Oui, La, ADF. L'ADF, c'est ça, tué par l'ADF à Beni et dans toute cette région. On n'en parle pas. Seul le gouvernement se préoccupe de cette question. J'imagine que s'il n'y avait pas Tshisekedi, s'il y avait un autre chef d'État, ce serait la même chose. Mais en tout cas, le rôle du gouvernement actuel a pris de l'ampleur, jusque dans les instances internationales. Alors que du côté de l'opposition, c'est le calme plat, c'est le silence, comme si ces gens avaient un autre souci. Et parfois, on se dit, mais est-ce qu'ils ne sont pas vraiment d'accord avec la politique du Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo? C'est pourquoi le samedi dernier, dans une émission, notre chronique du samedi soir de La Voix des Grands Lacs, je me suis permis de lancer un appel au docteur Mukwege, qui est un frère, qui est un voisin, dans tous les sens du terme. Quand je suis chez moi, je vois l'hôpital de Panzi en face. Oui. À quelques, voilà, un lancer de pierre. Hein, Oui, vraiment, oui. vraiment chez nous, quoi. Oui. Je connais ce qu'il a, je reconnais tout ce qu'il a fait pour aider les mamans de la région, surtout les femmes violées. Il a aussi été le porte-parole de toute cette population qui souffrait. Il a fait un plaidoyer reconnu mondialement en faveur de la justice. Mais samedi, je disais que je me rendais compte que depuis qu'il est entré en politique ouvertement, il le faisait moins. Alors que c'est le moment, c'est le pic de la période où il devrait être le plus actif possible sur ces dossiers de droits de l'homme et de justice. Au contraire, il entre dans le jeu, c'est de bonne guerre aussi, de toute l'opposition pour taper sur le gouvernement congolais. C'est tout à fait son droit aussi. Mais je l'appelais fraternellement à revenir à sa source, ce qu'il a fait le plus connaître, c'est-à-dire le médecin qui opère les femmes violées, le médecin qui défend les droits du peuple congolais. Je lui ai dit, écoutez, venez dans le Nord Kivu, passez une semaine à parler avec la population, à soutenir les Wazalendo, à soutenir la population. Et là, vous allez gagner des voix, même dans les élections à venir. Non pas que je sois derrière lui, hein, politiquement parlant, mais en toute logique, les opposants qui souhaitent gagner des voix, se faire élire, même dans les régions où il n'y aura pas d'élection d'ailleurs, parce qu'à cause de la guerre, il n'y aura probablement pas d'élection à Kichanga, sauf si Kichanga, tout le Massissi est libéré, si tout le Rutshuru est libéré, si Bunagana est libéré, là, il pourrait y avoir des élections dans cette zone. Ce que, visiblement, les contingents et assez kenyans et ougandais ne veulent pas. Mais moi, je donnerais un conseil, justement, partant de l'expérience que nous, Rwandais, nous avons connue, tous ceux parmi les opposants qui souhaitent se mettre à l'ordre du jour, hein, je veux dire, à parler vraiment au peuple, c'est la situation de la guerre qui doit les préoccuper, c'est-à-dire le bien-être, ou alors plutôt le mal-être, les mauvais traitements que subissent les populations, les massacres que subissent les populations de Kichanga, de Kilolilwe, de partout dans cette zone. Je les invite à venir. J'ai commencé par le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Je dirais autant à Fayulu, je dirais autant à Katumbi, je dirais autant à tous les autres candidats. Le président de la République, lui, bon, il en parle tout le temps, c'est son cheval de bataille. Et que les autres fassent un effort. Et vous verrez que les envahisseurs vont commencer à partir. S'ils se rendent compte qu'il y a une unité au niveau politique, s'ils se rendent compte qu'il y a une sorte de trêve au niveau de la campagne, même d'une semaine, qu'ils se mettent tous derrière les FARDC et qu'ils osent dire qu'ils soutiennent les Wazalendo. Quelqu'un m'a soufflé même une idée, nous avons commencé à en parler, qu'il y ait des actions concrètes. Tous ces députés du pays qui touchent 21 000 $, s'ils pouvaient dire, écoutez, on coupe en deux pendant 2 mois avant les élections,
et on va donner le reste, on va mettre ça sur un fonds de soutien aux patriotes résistants à Zalendo et aux FARDC. Je pense que ça aurait un impact dans la libération du pays. Ça s'est passé sous d'autres sources, ça s'est passé en France pendant la guerre, ça s'est passé même au Rwanda d'ailleurs, en 90, au début de la guerre, on avait constitué un fonds et qui a eu un effet direct et réel et concret sur la situation parce que ça a permis au gouvernement de payer des frais qui n'étaient pas prévus. Vous comprenez, un pays n'est pas toujours en attente d'une guerre pour créer la Sainte Alliance. Mais c'est le moment ou jamais. C'est un message que j'adresse à l'opposition congolaise et au gouvernement, bien sûr. Je lui demande aussi de soutenir de façon ouverte les Ouazalènes parce que ce sont des citoyens du pays. Ce sont des gens qui perdent leur maman, leur papa, leurs frères, leurs sœurs, qui meurent au front sans être nécessairement salariés. Alors, la moindre des choses, c'est qu'ils aient au moins, qu'ils soient soulagés de tous les efforts qu'ils doivent faire, du sang qu'ils versent. Justement, en parlant justement des Ouazalènes, mais nous allons essayer d'aborder aussi le problème, tout à l'heure vous en avez même touché un mot, le problème au niveau de la politique, au niveau un peu plus large. Et notamment, nous avons vu l'intervention justement de l'EAC, de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, qui sont venus vraiment un peu dispersés, je veux dire. On voit visiblement une grande partie de son contingent qui vraiment visiblement, clairement soutient le M23. On ne va pas vraiment passer à côté. On ne va pas mâcher nos mots pour dire ça. Et de l'autre côté, nous avons par exemple un pays comme le Burundi qui, lui, est venu pour mettre en pratique leur mission réellement. Parce qu'on leur avait confié la mission de venir, au besoin, utiliser la force pour contraindre le M23 à être placé, à quitter ses positions. Et on avait bien déterminé l'endroit où ils devaient être mis, placés, mais visiblement, ça fait presque une année qu'on ne voit rien, il n'y a rien qui bouge. Et nous avons vu par contre, tout à l'heure j'en avais touché un mot, le facilitateur de, comment on appelle ça, le facilitateur de l'OAC justement, qui a, je vais lire ce que j'ai vu tout à l'heure, il dit, le facilitateur lance un appel à toutes les parties engagées dans les actes, justement, qui sont en train dont nous avons parlé tout à l'heure, l'acte de prendre, récupérer, perdre, récupérer, dans tous ces actes-là où il y a vraiment des pertes des vies humaines. Il a dit dans tels actes, pour qu'elles cessent immédiatement leurs offensives armées et leurs hostilités, pour qu'elles permettent un accès humanitaire continu et sans entrave, pour qu'elles donnent une chance au retour de la paix et à la recherche d'une solution non militaire à la crise de la région. Ça a déclaré M. Kenyatta, qui est évidemment le facilitateur qu'on a mis en place, justement, on dit, en fait, quelle est la position de son contingent, de cette communauté d'Afrique de l'Est, tout en faisant souligner que récemment, justement, la RDC a accédé aussi a adhéré à cette communauté. Et se dit, est-ce que vraiment cette communauté est apte à venir assurer leur mission telle qu'on leur a assigné? Est-ce qu'elle n'est pas partie prenante? Ça, vraiment, il faut essayer d'en parler, d'en toucher un mot, monsieur l'ambassadeur, pour qu'on puisse vraiment essayer d'analyser cette situation, parce que on se demande, on avait vu que tous ces contingents qui viennent soi-disant assurer la paix, on a vu le rôle de la MONUSCO par exemple, on a vu au contraire le Burundi en 2015 qui a dit catégoriquement, a dit non, nous on ne veut pas du tout de forces étrangères dans notre pays qui soi-disant viendraient pour assurer notre sécurité. Mais à ce à quoi nous assistons au Congo, franchement, que ce soit le MONUSCO, que ce soit l'EAC, on ne voit, je ne sais pas si on peut dire que ces contingents, ces forces armées étrangères viendront vraiment apporter la paix à l'RDC. Je ne sais pas vraiment votre point de vue là-dessus, monsieur l'ambassadeur.
Mon point de vue, c'est que là, le président Kenyatta, il fait preuve de légèreté, à mon avis, hein. Quand on est modérateur ou médiateur, on doit aussi prendre le pouls sur le terrain. Il ne suffit pas d'avoir les rapports des généraux kenyans qui sont en République démocratique du Kenya, plutôt du Congo. Il ne suffit pas d'avoir les rapports envoyés par Museveni, parce que Museveni, vous savez, c'est lui qui domine la situation à l'EAC, c'est connu, c'est connu. Lorsque, avant la présidente actuelle de Tanzanie, il y avait des réunions, tout le monde savait que c'était Museveni le boss. Même d'ailleurs avec la présidente de Tanzanie aujourd'hui, personne ne contredit jamais Museveni. Or, le point de vue de Museveni n'a pas varié depuis le départ. Pour Museveni, les M23 sont un mouvement légitime qui a commencé une guerre juste. Le même Museveni qui a envoyé les M23 au Congo d'ailleurs, parce qu'ils étaient, en tout cas Makenga vivait en Ouganda avec une partie des rebelles actuels du M23 qui travaillent pour le Rwanda, alors que Bissimo, par exemple, et certains autres étaient à Kigali. Tout le monde le sait. Eh bien, lorsque Museveni dit que la guerre du M23 est légitime et qu'elle est une guerre juste et qu'il faut négocier, et il n'a jamais varié de position, jamais, depuis le départ, depuis le début de la guerre du M23, ce M23 de 2021, fin 2021, eh bien, rien ne change. Et donc, on se trouve devant une ambiguïté que personne n'ose mettre en lumière. Et je pense que ce n'est pas que les autres, hein, même à Kinshasa, d'ailleurs, on ne parle pas souvent, vous l'aurez vu, on ne parle pas souvent de Museveni, qui a un rôle absolument pervers dans ce dossier-là. Vous savez, on n'a jamais cherché aussi à savoir la relation qui existe entre le président ougandais, Yoweri Museveni, et William Ruto, le président actuel du Kenya. Avant même qu'il ne se présente comme candidat à la présidence, William Ruto était très, très, très apprécié par Museveni. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a même un institut qui s'appelle William Ruto Institute of African Studies, qui a été créé par Museveni à l'université de Makerere en 2019. Vous comprenez? Lorsque vous demandez à votre gouvernement de lancer la création d'un institut des politiques africaines, plutôt d'études africaines, au sein de d'une des plus grandes universités africaines, l'université de Makerere, et que cet institut doit être baptisé William Ruto, vous êtes président de la République ougandaise, ça dit ce que ça dit. En fait, c'est Museveni qui a fait élire, en partie, le président Ruto. Il faut que les gens le sachent. Et dans pareille situation, et cet institut existe toujours, hein, même si à un moment donné, pendant les élections kenyanes, évidemment, on n'en parlait pas beaucoup. Mais Kenyatta le sait. Kenyatta le sait. Et les autres opposants kenyans le savent aussi que Ruto, c'est un homme de Museveni. Et dans cette guerre, dans ce positionnement géostratégique de ces deux pays en RDC, eh bien, ils travaillent ensemble et ils ont souvent les mêmes positions. L'autre, le Sud-Soudan, bien sûr, déjà, ils sont en froid avec l'Ouganda. Il faut le savoir aussi maintenant. Il y a un problème entre l'Ouganda et le Sud-Soudan parce que l'Ouganda a déplacé des bornes frontalières entre le Sud-Soudan et le nord de l'Ouganda. Comme il l'a déjà fait d'ailleurs entre la RDC d'ailleurs. J'ai vu beaucoup plus d'informations qui montrent que l'Ouganda n'arrête pas de déplacer les bornes frontalières entre l'Ouganda et la RDC aussi d'ailleurs. Oui. En même temps, de publier bien sûr des communiqués en ayant tout ça, en disant, en traitant les gens de fous. Alors, il y a ensuite le Burundi. Le Burundi, c'est un petit pays par rapport à ces autres pays voisins qui a plusieurs intérêts à sauvegarder la sécurité et la paix à ses frontières avec le Grand Congo, parce que le Burundi n'a pas de
de frontière avec l'Ouganda ou avec le Kenya. Le Burundi a une très longue frontière avec le Rwanda, qui est un ami. D'ailleurs, hier, je disais que Mme Kagame se trouvait à Bujumbura. On lui faisait la fête. Elle ne cessait de rappeler qu'elle est née ou qu'elle a grandi à Bujumbura, en tout cas. C'est une bonne chose. Hein. Vous savez, on a le droit tous d'être nostalgiques par rapport à l'endroit où nous sommes nés. En soi, il y a aucun mal à aller voir. C'est tout à fait humain, mais il n'y a pas de relations amicales entre les deux pays, au contraire. Kagame a toujours tout fait. Il fait tout depuis des années, depuis 2014 surtout, pour essayer de renverser le pouvoir de Bujumbura, qui catalogue de pouvoir Hutu. Et il aimerait, n'est-ce pas, pour étendre son impérium, il aimerait le remplacer par un pouvoir à sa dévotion. Et le Burundi le sait. Même si les Burundais ne sont pas volubiles, hein, ils travaillent, ils font des choses en parlant moins. Et donc, sa nouvelle alliance avec le président Tshisekedi s'est construite progressivement, mais de manière sûre, jusqu'à atteindre aujourd'hui le niveau de relations qu'ils ont entre les deux. Il y a une coopération militaire qui fait que le Burundi a une présence militaire bilatérale et officielle dans le sud du Kivu, avec une mission précise, hein, définie entre les deux pays, définie entre les deux chefs d'État. Et à mon avis, le président, on va l'appeler Neva pour lui montrer qu'on l'aime beaucoup, que c'est un frère. Et le président Neva a rempli sa mission par rapport à l'entendement de l'affaire de cette mission qu'ils avaient définie ensemble avec le président Tshisekedi. Et ensuite, ils ont une mission dans le cadre de la CEA, de l'EAC. Oui. La communauté est-africaine, c'est CEA, mais c'est EAC pour ne pas confondre avec la CEA d'Addis Abeba, qui sera désormais d'ailleurs dirigée par notre compatriote Gatete, qui était ambassadeur à New York. Enfin, on en parlera une autre fois peut-être. Oui, et donc, eh bien, le Burundi remplit sa mission. Ce qui enrage, ce qui fâche évidemment Kigali, qui dénonce le rôle du Burundi, notamment dans le nord, du côté de Saké, parce que là aussi, ils sont positionnés comme contingent de l'EAC. Et eux, ils font le travail qui était convenu à Luanda et à Nairobi. C'est-à-dire qu'ils sont là pour amener les envahisseurs, enfin les empêcher d'avancer. Les empêcher d'avancer tout simplement. Et le Burundi, les troupes burundaises de l'EAC le font si bien qu'elles ont mérité les remerciements du président Tshisekedi et du gouvernement congolais, public et officiel. Alors que les autres, aujourd'hui, hier, avant-hier, c'était le contraire. Les troupes de l'EAC, kenyanes, ougandaises et sud-soudanaises, on le dit, mais pas très ouvertement, ont arrêté les Wazalendo qui voulaient en découdre définitivement avec le M23 et l'armée rwandaise. Donc, c'est un imbroglio, mais qui peut, je pense, aboutir à quelque chose de bien, parce que, comme le disait le président Neva du Burundi, eh bien, personne ne devrait empêcher l'armée congolaise de protéger son territoire. C'est un feu vert qu'il donnait en tant que président de l'EAC, et en même temps en tant que président d'un pays ami. Effectivement, selon les accords de Luanda, le processus de Luanda et de Nairobi, il est entendu que les troupes de l'EAC sont là pour amener pacifiquement le M23 à se cantonner quelque part, ou sinon par la force. C'est clair, c'est dit dans les accords qui ont été signés entre les chefs d'État. Et donc le Burundi l'a fait. Il a fait sa part du travail avec succès. Maintenant, il faudrait que le Congo, n'est-ce pas, montre un peu plus de vigueur à l'égard de nos voisins, parce qu'ils sont voisins du Rwanda aussi, ougandais et kenyans. Oui, justement, vous avez fait justement de souligner cet aspect du rôle justement du Congo en tant que tel, parce que nous avons assisté justement aux interventions des étrangers jusqu'à aujourd'hui. Je pense que, c'est pas ce que vous vous en pensez, mais j'aimerais vraiment avoir votre opinion sur le fait que les FARDC, le Congo en soi, puisse vraiment être à mesure d'assurer sa souveraineté nationale. Je pense que c'est l'un des rôles primordiaux, si c'est pas le rôle principal,
d'assurer la souveraineté nationale. C'est-à-dire vraiment assurer que les autorités du Congo puissent vraiment on va dire, le pouvoir sur toute l'étendue du territoire congolais. Bon, jusqu'à présent, c'est pas ce que nous connaissons pour le moment. Nous sommes vraiment loin de là parce que nous avons vraiment des régions qui sont occupées par soit le M23, justement, c'est par le Rwanda ou alors par des troupes étrangères. Et vraiment, je ne sais pas si ce que vous pouvez. Enfin, vous avez dit que vous ne devenez pas dans le son congolais, et ça c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais Je quand vais même, donner mon point de vue personnel, hein. voilà, exactement. Faites donner quand même votre point de vue En quant fait, je au. n'ai pas tout dit à Kenyatta, je n'ai pas tout dit au président Uhuru Kenyatta parce que Oui, oui, ce que je pourrais dire à Kenyatta, à Ruto, à Kagame, à Museveni et aux autres, c'est que ni l'un ni l'autre de ces 4 présidents n'ont subi autant de dommages pendant les 60 ans d'indépendance qui ont suivi justement leur accession à l'indépendance. Aucun de ces pays, un peu l'Ouganda quand même, et le Rwanda, pendant la guerre d'Ouganda, le Rwanda pendant toute la guerre de 90 à 94 et après, aucun n'a subi autant de dommages, autant de souffrances. Aucun de ces 4 pays n'a perdu 12 millions de vies de sa population. Donc, il faudrait vraiment qu'ils y aillent doucement avant de donner des leçons aux Congolais. Le Kenya, si le Kenya perdait 1000 personnes, par violence, le Kenya ferait la guerre à un pays voisin qui aurait provoqué ça. Je suis sûr. Je sais comment le Kenya s'est comporté face à la Somalie, face même à l'Éthiopie à un certain moment, et face au Soudan, et face à l'Ouganda, parce que le Kenya, à un moment donné, a menacé l'Ouganda de sévir. Le Kenya ne supporte pas, je ne me souviens pas avoir vu le Kenya aller négocier avec quoi que ce soit avec la Somalie. Ils ont frappé. Ils sont allés en guerre très vite. Ils se sont débarrassés de ceux qui constituaient un danger pour la sécurité de ce pays. Après les massacres, ou plutôt les attentats de Nairobi, est-ce qu'on a vu Nairobi négocier avec un quelconque pays d'où étaient venus les terroristes? Il faut qu'on se comporte à l'égard de la RDC comme on se comporterait à l'égard de tout autre pays indépendant et souverain. On ne peut pas demander aux Congolais, encore moins aux Congolais de la place, aux Wazalendo, qui ont perdu leurs parents, qui continuent à perdre leur famille. On ne va pas leur demander de ne faites pas la guerre, laissez-vous tuer, laissez l'armée rwandaise assassiner vos parents, laissez le M23 qui prétend venir sauver une partie de la population des 450 tribus congolaises, laissez-les vous massacrer, comme ils l'ont fait à plusieurs reprises en 96, en 2003, etc. Laissez-vous massacrer. C'est vraiment ignoble et c'est insupportable. On ne peut pas demander à ces jeunes gens de ne pas se battre. Alors qu'une fois qu'ils déposent un peu les armes pour essayer de respirer, vous avez vu, ils sont allés à Nairobi, qu'est-ce qu'ils ont décidé presque tous ensemble? Eux qui étaient des rebelles anti-gouvernementaux, ils ont dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, nous suivons les conseils du médiateur. Le même président, Kenyatta, qui était secondé par le directeur général, comment il s'appelle, un Congolais, qui était le médiateur direct sur le terrain au cours des réunions de Nairobi. Alors, les Wazalendo, les anciens Maïmaï, ils ont dit, écoutez, nous avons compris ce message. Si le gouvernement congolais accepte que nous puissions participer à sécuriser la zone qui nous concerne, les régions où nous habitons, que Kinshasa ne nous laisse pas à l'abandon, eh bien, nous acceptons de nous associer au FARDC. Ils l'ont tous reconnu, sauf quelques-uns. Je pense à un mouvement Banyamulenge qui a refusé, mais les autres, tous ceux qui aujourd'hui constituent les mouvements des Wazalendo, ils étaient pour la plupart à Nairobi et se sont engagés à se mettre du côté de l'armée nationale. C'est ce qu'ils ont fait. Et le gouvernement de Kinshasa
les a appuyés à accepter la légitimité de leur cause, qui est la légitimité de tout Congolais d'ailleurs. Alors aujourd'hui, venir leur demander de déposer les armes, de ne pas... non, 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 c'est pas possible. Les Ouazalènes ne devraient pas être concernés par ce qu'ils appellent le cessez-le-feu, conclu je ne sais où. L'armée congolaise accepte ce cessez-le-feu, mais en même temps, nous ne sommes pas des enfants. Hein. Vous pouvez observer quand même que il y a une certaine amélioration très sensible de l'aspect, au moins visuel, des patriotes Ouazalendo. Hier, ils étaient habillés comme des bandits. Hein, ils n'avaient pas d'armement, ils n'avaient pas d'uniforme respectable, hein, puisque dans l'armée, l'uniforme compte beaucoup. Aujourd'hui, quand vous les voyez marcher, quand vous les voyez fêter leur victoire, vous voyez qu'il s'agit d'une armée presque aussi moderne que le M23 que déclarait il y a quelques mois M. Antonio Guterres, qui disait mais la MONUSCO ne peut pas s'opposer au M23 parce que le M23 est très armé, que le M23 est mieux armé que la MONUSCO, que c'est une armée professionnelle, meilleure que les armées professionnelles des pays de la région, et que donc on ne peut rien faire. Alors, on se demande là, aujourd'hui que les Ouazalendo viennent d'administrer une raclée au M23, c'est le cas de le dire, même si demain ils perdent certaines positions, mais au moins ils ont montré qu'ils pouvaient le faire. Et qui est finalement fort? Qui est le mieux armé de la région? Est-ce que ça veut dire aussi que les Ouazalendo sont mieux armés, professionnellement prêts à faire la guerre que la MONUSCO? Et dans ce cas-là, que fait la MONUSCO dans cette région? C'est la conclusion qu'on peut se permettre de tirer. Si la MONUSCO ne peut pas s'opposer ni au M23, ni au Ouazalendo, encore que les Ouazalendo ne posent aucun problème à la MONUSCO, ils ont le droit, bien sûr, de s'impatienter, de poser des questions à la MONUSCO, mais la MONUSCO ne va pas dire oui, le gouvernement vous agrée, mais rentrez dans vos villages, laissez-vous massacrer par le M23 parce que lui, il est puissant, parce qu'il est mieux armé que nous, la MONUSCO. La solution, en fait, c'est de se dire, comme le M23 a montré qu'il pouvait résister, faire piller d'ailleurs le M23, le mieux à faire, c'est d'aider les Ouazalendo à arrêter la guerre, tout simplement, à neutraliser le M23 et que le M23 et l'armée rwandaise rentrent chez eux. Et la MONUSCO aura toutes les raisons de quitter le Congo. Voilà. Voilà, justement, vous avez très bien fait vraiment de m'amener sur ma toute dernière question au sujet justement de cette situation au niveau de la guerre qui se vit à l'est de la RDC. Et justement, vous venez d'en parler, mais je voudrais quand même partir de là pour amener ma dernière question. Je parle de votre tweet. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit hier encore, UN Chief Antonio Guterres ne tarissait pas d'éloges à l'égard des rebelles du 23, mieux équipés que la MONUSCO, mieux entraînés que les armées des pays de la région. Que dira-t-il désormais des résistants Ouazalendo qui viennent de défier ces Rambo du 23? Ouais, vous exclamez en disant pauvre MONUSCO. Et c'est vraiment, c'est un tweet qui a son sens, qui a toute sa signification ici justement parce que vous venez vraiment de l'expliquer brièvement, mais je voulais justement à partir de là faire un tremplin pour voir au niveau maintenant, au niveau de la situation, au niveau mondial, au niveau de la géopolitique mondiale. Tout à l'heure, vous avez évoqué le rôle de Museveni, le rôle du Kenya, le rôle de l'EAC, mais nous savons que tous ces gens, que ce soit Kagame lui-même, que ce soit Museveni, sont en quelque sorte les pions des grandes puissances de ce monde qui convoitent les richesses du Congo, qui veulent vraiment mettre la main sur les richesses du Congo. Est-ce que, même s'il y a ces Ouazalendo qui essaient de se défendre comme ils peuvent, est-ce que vous pensez que ces grandes puissances qui utilisent tout simplement les dirigeants de la région vont arrêter complètement, ou alors ils vont changer de stratégie, ou alors qu'est-ce qui va... Enfin, je sais que vous êtes un grand diplomate et vous avez vu les différentes évolutions
géostratégique au niveau de la région et au niveau mondial. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé d'Israël, tout à l'heure, vous avez parlé de l'Ukraine, mais vu l'évolution de la situation géostratégique au niveau mondial, est-ce que vous pensez il y aura des changements au niveau de la région qui peuvent vraiment nous inciter à penser que les Congolais vont avoir un peu la paix au moins à fin, monsieur l'ambassadeur? Vous parlez des maîtres du monde, les Occidentaux et les autres, hein, parce que la Russie aussi, il est dans la même catégorie, même s'ils ne sont pas sur la même ligne, et la Russie et les États-Unis et la France et les autres pays occidentaux ne Et sont la pas sur Chine la même ligne, aussi. mais c'est quand même des Matsibihu, comme on dit chez nous, c'est-à-dire c'est des Ah ouais, ouais. gens qui sont là pour exploiter le monde. Eh bien, je crois que tout cela dépendra de Kinshasa. Tout cela dépendra du gouvernement en place. Aujourd'hui, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi, et son gouvernement, son armée, son peuple, qui, je pense, au moins sur un niveau, a pris conscience. Je n'ai jamais vu depuis que, vous savez, j'ai quand même passé une très bonne partie de ma vie, j'allais dire au Congo et autour du Congo. Je connais le Congo du dedans et du dehors. Et même pendant ma carrière diplomatique, je travaillais beaucoup au quotidien avec mes collègues congolais, que ce soit à tous les postes où j'ai été. Vraiment, je travaillais avec les Congolais comme si on avait le même pays. C'était un peu les injonctions, plutôt les instructions, bien sûr, de notre capitale, Kigali. On avait de très bonnes relations avec les Congolais. Et moi, j'étais plus attaché, bien sûr, par mon histoire. Je crois que je n'avais jamais vu, même à l'époque de Mobutu, bien sûr, il y avait cette fierté d'être zaïrois, d'avoir une armée, mais de réagir aux, aux provocations de l'étranger. Ça se passait au niveau de Mobutu et de son gouvernement, mais jamais le peuple n'était impliqué. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est peut-être aussi les facilités de communication, hein, tout ce que nous faisons sur YouTube, tout ce que les journalistes congolais qui sont des centaines, maintenant tout le monde est journaliste, et tant mieux, eh bien, on n'a jamais vu autant de mobilisation. C'est le terme que je cherchais. Et ça devrait donner un peu plus d'assurance à celui ou à celle qui va diriger le Congo à partir d'hier, d'aujourd'hui et de demain surtout. C'est-à-dire que si le Congo s'impose, s'affirme devant tous ses partenaires, comme il a essayé de le faire, je pense que le président Tshisekedi n'a pas démérité aux Nations Unies, à l'égard de l'Europe, à l'égard de l'Union africaine, à l'égard de la SADC, de l'EAC même, hein, parce que souvent on ne le voit pas. Je pense qu'il a montré les muscles, il a montré que le Congo pouvait être dirigé, avoir un chef d'État qui tient des propos cohérents et qui est viscéralement attaché à son pays. Je ne vais pas faire de distinguo entre Tshisekedi et Kabila, mais quand même, Kabila Joseph, on ne le voyait pas. Diplomatiquement, il était inexistant. On ne le voyait pas. Il avait certes une armée, mais c'était aussi une armée qui était un peu cachée derrière le président. Aujourd'hui, il y a vraiment une mobilisation. Donc, si le Congo, ne parlons pas seulement du président, si la RDC parvient à faire passer le message à tout le monde que le Congo est riche potentiellement, mais qui ne veut pas que les gens viennent piller ce pays, que les États-Unis peuvent avoir tout ce qu'ils veulent au Congo par la négociation, que la Belgique, la France, le Canada, la Russie, que tous ces pays-là peuvent avoir ce qu'ils cherchent, la Chine, le Japon et les autres, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés à passer par la porte, par la grande porte, plutôt que de passer par la fenêtre comme des voleurs, comme des brigands, comme des pilleurs. Je pense que ce message-là pourra être saisi à sa véritable... je crois que les gens vont comprendre ce message.
qu'est-ce que les États-Unis ont comme intérêt? Bien sûr, il y a les multinationales hein, qui se moquent, mais au fur et à mesure que les choses évoluent entre les gouvernements, les multinationales sont obligées aussi de suivre, surtout qu'il y a des sanctions quand même internationales qui peuvent être appliquées à ces prédateurs. Hier, ce qui comptait pour la France, la Belgique, le Canada, je veux dire, les grandes firmes internationales qui travaillaient au Congo, c'était le pillage. Parce qu'ils aident le Rwanda à s'armer, ils lui donnent tout ce qu'il veut en termes de force militaire, et en revanche, le Rwanda leur donne tout ce qu'ils veulent en occupant une partie du Congo. Eh bien, ils exploitent avec le Rwanda les mines de ce pays, les mines du Rwanda, plutôt du Congo. Oui. Alors qu'aujourd'hui, si la RDC dit, vous venez, le président Tshisekedi aime le dire, on va faire un deal gagnant-gagnant, et il montre que son territoire est bien protégé, c'est-à-dire que tout ça sera dépendant naturellement de la force militaire de ce pays, parce que plus vous êtes un pays convoité, plus vous êtes un grand pays, plus vous êtes un pays potentiellement riche, plus les prédateurs auront tendance à venir vous piller vos richesses. Donc, la meilleure protection pour le Congo, c'est d'avoir une armée qui contrôle d'abord tout le territoire, c'est la priorité des priorités. Tout le reste, on peut ne pas avoir des élections présidentielles ou législatives. Hein. Si l'armée congolaise visait en entente avec le reste de la population, et elle peut le faire, hein, on suspend un peu tout ça. Les politiques, c'est bien, on aime les voir défiler dans leurs grosses voitures, mais pour l'instant, nous voulons d'abord sécuriser toutes les frontières de notre République. Ce serait peut-être l'idéal, mais bien sûr, la démocratie, le Congo en a besoin aussi, hein, c'est sûr. Il faut montrer déjà beaucoup plus de crédibilité à travers le monde. Sur la scène internationale, il faut que le président en place soit un président élu après des élections crédibles, bien sûr, et légales, et qui répondent aux normes internationales. Mais la priorité des priorités, c'est la sécurité. Donc, pour moi, le jour où le Congo aura une armée qui contrôle tout l'Est, toute la frontière Est, sans devoir construire un mur, on n'est pas obligé à ce stade de construire un mur comme le propose notre frère Adolphe Muzito, qui a ses raisons et qui peut avoir... j'ai vu beaucoup de Congolais qui le soutiennent d'ailleurs sur cette question-là. C'est la même préoccupation. Muzito a dit, si on avait un mur entre le Rwanda et le Congo, alors on pourrait gérer notre pays de façon souveraine. C'est un peu ça. Mais on peut le blinder, on peut blinder la frontière par une armée forte. Oui, on peut rendre vraiment la frontière vraiment inviolable. Et... Tout à fait. Donc, c'est un peu ça, moi, que je dis. Oui. Qu'on y regarde de plus près. Et je pense que la perspective de voir les relations entre le Congo et les partenaires étrangers devenir plus normales, sans devoir passer par le pillage des richesses de ce pays, je crois que ces perspectives sont bonnes, mais sous condition, bien sûr, comme je l'ai dit, de d'abord normaliser les choses, de sécuriser la frontière, de sécuriser l'intérieur, d'établir une démocratie qui permette aux gens de s'épanouir dans le pays où ils veulent investir leur argent, parce que c'est ça. Oui, tout à l'heure, on a parlé, on a abordé vraiment, on va dire, des succès diplomatiques qu'on peut accorder à M. Tshisekedi, le président de la République du Congo. Est-ce qu'on peut les mettre en comparaison avec, par exemple, les mesures récentes qui ont été prises par les États-Unis, par exemple, de prendre ce genre de sanctions militaires ou d'arrêter la coopération militaire avec le Rwanda, même si ces mesures-là, moi, je les trouve un peu suspectes parce que je vois mal comment les États-Unis peuvent arrêter la coopération militaire avec le Rwanda, surtout qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants des accords militaires entre les États-Unis et le Rwanda, d'abord, d'un côté, mais on a quand même vu certaines mesures précises qui ont été prises à l'encontre de certains officiers supérieurs de notre armée, enfin, je dis de notre armée, de l'armée du Rwanda, parce que nous sommes rwandais. Et nous avons vu aussi, est-ce qu'on peut les comparer un tout petit peu? D'ailleurs, il y a d'autres points dont on ne parle pas souvent. C'est que
On n'en parle pas officiellement, mais je sais que nous avons des informations sur lesquelles, même point de vue de la coopération, on va dire financière, il y aurait certains robinets qui ont été fermés quelque part. Donc, est-ce qu'on peut vraiment comparer ce succès diplomatique au niveau de la RDC et ces débuts de sanctions qui sont en train d'être prises? On se rappellera qu'il y a 10 ans, en 2013, il y a eu des sanctions vraiment économiques contre le Rwandais, et contre le gouvernement rwandais, qui lui ont fait très très mal et qui ont même abouti d'ailleurs à l'échec carrément du M23 à ce moment-là. Est-ce qu'on peut espérer que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, monsieur l'ambassadeur? Moi, je suis confiant dans Alors, ce sens quel autre que aspect que je n'ai pas souligné de ma question? Ou alors vous pensez que peut-être les États-Unis, ils vont nous mettre la poudre dans les yeux et c'est une erreur qu'ils vont pour endormir la RDC en pensant qu'ils ont pris des mesures. Voilà, nous avons arrêté notre pion. Vraiment, est-ce que vous pensez vraiment que ces mesures sont honnêtes et sincères ou c'est de la poudre aux yeux, monsieur l'ambassadeur? moi, je ne suis pas naïf, hein. Je ne crois pas nécessairement que ce que nous disent les États-Unis soit nécessairement que ça corresponde à leur volonté réelle. Mais ils nous ont aussi habitués à des surprises, hein. Rappelez-vous, le cas de Paul Rusesabagina, lorsqu'ils avaient, à plusieurs reprises, admonesté le gouvernement rwandais de Paul Kagame en disant « Vous avez kidnappé un homme qui est résident permanent aux États-Unis ». Kagame ne le croyait pas, il disait la pression ici, à Kigali, il dit jamais. Personne ne fera jamais pression sur nous, personne ne fera ceci, ne ça. Donc, nous devons aussi penser que Kagame n'est pas tellement indispensable. Kagame n'est pas indispensable pour ces grands pays. C'est vrai qu'ils l'ont utilisé depuis 30 ans maintenant, 33 ans d'ailleurs, pour déstabiliser la région, pour pouvoir accéder aux richesses du Congo. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est vrai aussi que le Congo est aujourd'hui un pays qui s'organise de mieux en mieux et qui peut dealer avec ces grands pays dans le respect mutuel. Donc, à un moment donné, le besoin que les États-Unis, la France et les autres ont manifesté pour le régime de Kagame, de l'utiliser, eh bien, il va disparaître de lui-même. Surtout si le Congo, une fois encore, montre qui il est ou qui peut être réellement. C'est un grand pays, le Congo. Il faut que les gens le sachent, hein. À moins qu'on dise non, 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 le Congo n'existera jamais, on va le déstabiliser, on va le balkaniser, comme on dit, mais on n'en est pas là. Je pense que le Congo s'est pris en main et ce langage-là, vous ne pouvez pas l'adresser aux jeunes Ouazalins de l'Est du Congo. Ils ont compris. Oui. Demain, ce ne sera pas aussi évident. Même les États-Unis ne pourraient pas faire taire ces jeunes gens-là, qui se battent, qui versent le sang de leur famille pour barrer la route à toute ingérence étrangère, à toute occupation, même d'un pays voisin comme le Rwanda, frère. C'est des choses qui ne passent plus. C'est des choses qui ne passent plus. Moi, je pense que le Rwanda a beaucoup à réfléchir sur son avenir. Si possible d'ailleurs, sans Paul Kagame, parce que Paul Kagame a fait tellement de mal à notre pays. Aujourd'hui encore, vous savez, quand on parle des Ouazalènes qui neutralisent le M23, qui neutralisent l'armée rwandaise, ce ne sont pas les enfants de Kagame, ce n'est pas sa fille Ange Kagame, ce n'est pas son fils Chomoro ou Yann, je ne sais plus comment, parfois j'oublie les prénoms de ses enfants. Ce n'est pas eux qui meurent dans le Nord Kivu. Ce sont des officiers rwandais, ce sont des sous-officiers, des soldats qui meurent par nombre. Mais alors, cette semaine, il y a eu des centaines de morts dans l'armée rwandaise. Donc, ce n'est pas Kagame qui va payer le prix. Et je pense que les Rwandais doivent, à un moment donné, se dire ce président nous mène à la catastrophe. Il a déjà provoqué le génocide des siens
en 1994, délibérément, pour pouvoir prendre le pouvoir. Il a fait tuer des centaines de milliers de Tutsis. Il a massacré des centaines de milliers, voire des millions de Hutus au Rwanda et en RDC. Et maintenant, il continue à sacrifier notre peuple pour ses intérêts égoïstes. Les Rwandais continuent de mourir. Au Rwanda, on n'en parle pas d'ailleurs, parce qu'il y a chaque jour des morts, il y a chaque jour des gens qu'on exécute. Ce matin, je suivais un reportage mené au Rwanda. Il semble que les populations observent des camions qui passent pour aller, je ne sais plus dans quelle région, des camions fermés, et puis on ne sait pas où ils vont. Ce ne sont pas des militaires qui sont dedans parce qu'on ne peut pas les enfermer comme ça. Et les gens disent que ce sont des personnes soit exécutées avant, soit qui vont être exécutées. Et la plupart de ces gens viennent du nord du pays, justement, pas loin de la frontière avec la RDC. Je pense que Kagame a assez sacrifié notre peuple. Il nous a attiré beaucoup d'ennuis. Il nous a exposés à la haine et à la détestation de tous nos voisins. Il n'y a pas, sur les pays de la région, il n'y a pas un seul qui veuille s'associer avec un Rwandais ou des Rwandais, parce que Kagame nous a donné une mauvaise image, une image de gens hautains, de gens qui se soucient très peu des autres, qui envahissent les pays voisins pour aller tuer leurs citoyens. Ils l'ont fait au Burundi, rappelez-vous, mais entre 2014 et aujourd'hui, il y a eu des Burundais morts parce que Kagame l'a voulu ainsi. Les Congolais, on n'en parle pas. En Tanzanie, il y a eu des assassinats. Tout le monde se souvient de quelques assassinats ciblés, provoqués, plutôt exécutés par le régime de Kigali, de personnalités tanzaniennes. On se souvient de la mise en garde musclée du président Kagame au président Kikwete en lui disant « je vais vous frapper ». À un moment donné, je vais vous frapper, je vais vous tuer et vous ne saurez jamais qui l'a fait. Il l'a dit publiquement. L'Ouganda, c'est la même chose. Vous savez, le président Museveni a sans doute des acquaintances ethniques et sociologiques avec Kagame, mais ils ont aussi un contentieux, un vieux contentieux. C'est celui qui tirera le premier qui va tuer l'autre. Tout le monde le dit. Même les Ougandais savent qu'entre Museveni et Kagame, il y a une haine inexpugnable. Son fils, le fils à Museveni, le général Muhoozi, a fait son job, il a essayé de calmer le jeu, mais ce n'est pas fini. Donc, les Rwandais ont tout intérêt à voir un changement arriver, à prier pour qu'il y ait un changement à la tête de notre pays. Oui. À la tête de notre pays. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour ce tour d'horizon, pour voir vraiment, pour essayer de comprendre, essayer d'analyser la situation à l'est de la RDC. Il nous reste encore un petit point, enfin un petit, il n'est pas si petit que ça, un point à aborder parce que c'est un point qui est en relation avec les droits de l'homme chez nous au Rwanda. Surtout, nous allons parler du rapport de Human Rights Watch qui est sorti aujourd'hui même, à savoir le rapport de Human Rights Watch qui est sorti aujourd'hui même. Aujourd'hui même, c'est un rapport qui est sorti ce mardi 10 octobre. Je vais vraiment vous le passer vraiment un tout petit peu. On ne va pas le parcourir parce qu'il est très long. On ne saura pas le parcourir. Mais j'aimerais quand même vous montrer quelques points qui constituent ce rapport. Vraiment, vraiment très brièvement parce qu'on voudrait vraiment le survoler. Essayer d'en parler avec mon invité aujourd'hui. Donc, le Human Rights Watch dit que le Rwanda a un manuel mondial d'abus pour faire taire les critiques. Donc, parmi les tactiques figurent des attaques violentes, l'utilisation abusive des mécanismes d'application de la loi, la surveillance, le harcèlement et le ciblage des proches. Vous voyez vraiment qu'ils utilisent vraiment tous les moyens possibles. Les autorités rwandaises et leurs intermédiaires utilisent la violence et les mécanismes judiciaires et l'intimidation pour tenter de faire taire les critiques émises par les Rwandais vivant dans le monde entier. Ça prend vraiment une ampleur mondiale. C'est vraiment cet aspect que je voudrais qu'on souligne aujourd'hui, que le fait vraiment que les autorités rwandaises ne respectent plus les frontières, qu'ils vont
à l'étranger. Donc, les Rwandais, et on parle des Rwandais installés à l'étranger, ont recours à l'autocensure. Ils s'abstiennent de s'engager dans l'activisme politique et vivent dans la peur de voyager, d'être agressés ou de voir leurs proches pris pour cible au Rwanda. Là, vraiment, c'est des points vraiment très, très concrets qu'on va développer dans quelques minutes. Les partenaires du Rwanda devraient ouvrir les yeux sur les conséquences de 3 décennies d'impunité du parti au pouvoir. Reconnaître cette répression de grande ampleur pour ce qu'elle est et exiger qu'elle cesse. Là, franchement, déjà, ces 3 points, déjà, vraiment sans aller, parce que je vous dis que le rapport, vraiment, il est très long, on ne va pas le parcourir en entier, peut-être que je vais y arriver, je vais y revenir tout à l'heure en langue nationale en Rwanda, mais j'aimerais vraiment avoir le point de vue de notre invité d'aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur d'Egimana, Jean-Marie Vianney. Je pense d'ailleurs que c'est un thème qui peut même constituer le sujet de toute une émission, parce que franchement, on aborde beaucoup de points qui méritent d'être soulignés et d'être relevés avec des exemples concrets pour qu'on puisse vraiment montrer l'ampleur des violations des droits de l'homme commises par l'FPR, qui sont bien relevées, bien démontrées. On ne se base pas sur des rumeurs, non, il y a des faits, je ne vous dis pas que ce rapport vraiment a suscité beaucoup de réactions, parce que il a été sorti dans beaucoup de journaux. J'ai vu par exemple Le Monde. Si on montre par exemple l'exemple vraiment du seul journal Le Monde par exemple, je vais essayer de vous le montrer, le sujet qu'ils ont traité. Donc le journal Le Monde a dit, donc Le Monde, vous voyez bien que le journal Le Monde qui dit Rwanda, Human Rights Watch dénonce la traque des opposants à l'étranger. Ça, c'est Le Monde Afrique. Dans un rapport, je viens de vous le dire maintenant, donc dans un rapport publié ce mardi, c'est aujourd'hui même, le 10 octobre, l'ONG de défense des droits de l'homme documente la stratégie d'encerclement du régime de programmé pour museler toute dissidence. Là, je peux aussi vous montrer beaucoup d'autres journaux, même le Jeune Afrique. Là, je ne vais pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui ont traité ce sujet. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'était pour vous montrer que ce thème a déferlé toutes les chroniques de tous les grands journaux du monde aujourd'hui. Justement, le sujet concerne le monde entier. J'aimerais vraiment, dans quelques minutes, monsieur l'ambassadeur, avoir votre point de vue au sujet de cette intervention, de son rapport qui est sorti aujourd'hui même, le 10 octobre, qui documente, oui, c'est le mot qui a été utilisé par le journal Le Monde, qui documente ces exactions du FPR, qui ne connaît plus de limites, en fait. Le FPR devient vraiment, c'est comme un terroriste sans frontières, qui essaie de faire taire des voix critiques partout dans le monde, monsieur l'ambassadeur. J'aimerais vraiment avoir votre point de vue avant de terminer nos émissions d'aujourd'hui en langue française, monsieur l'ambassadeur. À vous la parole. Je vous remercie beaucoup d'avoir mis ce document en exergue, parce qu'effectivement, c'est un rapport très important. Mais moi, ce qui m'a fait le plus plaisir et qui m'a le plus rassuré, c'est que ce rapport correspond à ce que nous disons tous les jours. Il s'agit là d'un document, d'un rapport documenté qui démontre que le gouvernement de Paul Kagame, le régime rwandais, est un régime terroriste, au sens premier du terme et au sens légal du terme. Et moi, en nous conformant à la légalité internationale, la définition qu'on donne du terrorisme, c'est bien cela. Ça se trouve dans ce rapport. Et nous, au niveau de Rwanda Bridge Builders, les bâtisseurs du pont inter-rwandais, nous avions sorti en juillet dernier, 2023, un document, d'ailleurs sous forme de pétition, qui a été signé par quelques centaines de personnes, des Rwandais comme des Congolais ou des Burundais ou d'autres, des Français, etc., qui affirme exactement point par point ce qui est dans le rapport de Human Rights. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à mes camarades et aux autres Rwandais qui se battent pour la dignité de notre peuple, que ce soit au Rwanda
ou à l'étranger, qu'on ne doit pas se décourager lorsque nos rapports, nos doléances, nos pétitions ne sont pas suivies d'effet immédiatement. Il y a des gens qui nous écoutent. Je suis sûr, d'ailleurs j'ai retrouvé une phrase mise entre guillemets et en italique dans ce rapport qu'on trouve dans notre pétition du mois de juillet. Ce n'est que logique. Human Rights Watch nous a habitués à ce genre de rapport. Je dois avouer que cette organisation, que certains n'aiment peut-être pas, hein, parce qu'elle a aussi, comme nous, comme les autres, fait des erreurs dans l'histoire de notre pays et dans l'appréciation de ce qui s'y passait. Mais depuis septembre 1994, Human Rights Watch a été l'organisation internationale qui a fait le premier rapport sur les massacres que le FPR de Kagame commettait contre les populations rwandaises. Et il mettait en exergue les crimes de génocide que ce mouvement, après la prise du pouvoir à Kigali, était en train de commettre sur l'ensemble du territoire rwandais. Ce rapport, beaucoup ne le connaissent pas, mais il existe. Et ils ont continué, petit à petit, avec moins ou plus de vérité. Mais ce rapport-là, celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est un rapport que tout le monde doit relire, lire, et surtout se dire que nous, société civile rwandaise, nous, opposition rwandaise, nous, Rwandais épris de paix et de justice, nous devons persévérer, parler, écrire, faire des pétitions, les faire circuler, parce que nous n'avons pas les moyens des États-Unis pour imposer telle position. Eh bien, nous, on doit utiliser les moyens du bord, c'est-à-dire la plume, le verbe, la négociation, la diplomatie, mais osée, pas la diplomatie qui vient tromper le monde, la diplomatie qui utilise des formules biaisées, trop gentilles, trop diplomatiques, celle-là, elle ne va pas nous servir. Nous devons dire la vérité à nos partenaires, surtout lorsque ceux-ci ne voient pas la réalité, ne suivent pas l'évolution réelle et réaliste de la situation dans notre pays. Donc, il s'agit d'un bon rapport. C'est un rapport qui montre que le régime de Paul Kagame était un régime terroriste parce qu'il massacre les gens au pays, parce qu'il fait taire les gens au pays, parce qu'il exerce une terreur insupportable aux Rwandais de l'intérieur comme de l'extérieur et les met en position de prendre trop de précautions et de renoncer parfois à leurs droits. C'est ce que dit le rapport de Human Rights Watch. On s'auto-censure. On s'auto-censure. On se dit, bon, on ne va pas parler de ça parce que le gouvernement n'aime pas qu'on en parle. Voilà. Ça, c'est une situation de victime consentante, en fait, à cette terreur. Chers camarades, essayons de briser ce tabou. N'acceptons pas que le régime de Kagame choisisse à notre place. Disons la vérité. Pour parler justement de cette terreur, vous savez mieux que moi, vous êtes journaliste, le régime de Paul Kagame a assassiné des dizaines et des dizaines de Rwandais à l'extérieur du pays, dans les pays voisins, récemment encore au Mozambique, au Malawi, en Afrique du Sud, en Ouganda, le voisin immédiat, et ailleurs. Tout ça, c'est pour dire, on peut vous atteindre quand on veut, à tout moment et n'importe où. Voilà pourquoi on s'autocensure. Nous sommes, vous savez, nous sommes des morts vivants. Hein. Nous qui osons parler, qui critiquons, qui osons le dire sur les chaînes YouTube, hein, parce que les autres médias, vous savez, la presse belge, française, américaine, canadienne ne veut pas permettre à des Rwandais de s'exprimer. Ouais. Mais nous avons nos petites chaînes, nous osons parler. Pour certains, nous sommes des morts vivants. On est déjà morts, sauf que le temps n'est pas encore arrivé. On est déjà assassiné avant même de rencontrer le tueur au coin de la rue. Et donc, nous devons absolument, c'est même inutile pratiquement d'aller voir les détails de ce rapport, mais sachez que l'objectif, c'est vraiment de prouver, et ils l'ont bien fait, que le régime rwandais est un régime de terreur,
qui poursuit les Rwandais dans les pays où ils ont fui la terreur pour leur imposer une fois encore cette terreur par des moyens bien élaborés et surtout avec la complicité parfois même, hein, comme ici en France, je dois le dire, avec la complicité de certains milieux associatifs. Hein. Il y a des associations en France, des gens connus qui sont choyés à Kigali, qui sont subventionnés et qui nous rendent la vie très, très difficile. Qui nous rendent la vie difficile. C'est probablement pire que n'importe où, c'est pire qu'en Belgique, je pense, aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement de Paris, enfin le gouvernement français, on ne dit pas le régime français, on dit le gouvernement de France ou le gouvernement français n'a pas encore réellement pris la mesure de cette donnée. Je crois que l'Élysée, le Quai d'Orsay, les autres ministères chargés de suivre la vie des étrangers sur le territoire français, ne sont pas encore tout à fait là où nous les attendons, nous, de nous protéger aussi de la propagande maléfique du régime de Kigali, des insultes. Un Rwandais en France, on peut l'arrêter à tout moment parce qu'il est de telle ethnie, parce que les gens de telle ethnie sont censés être des génocidaires. Personne ne va jamais s'en soucier. Alors que les tueurs de Kigali, des militaires rwandais du FPR qui ont assassiné nos parents, viennent régulièrement en France, en mission, ou alors ils vivent d'une façon scandaleuse. Donc tout ça, c'est des problèmes que nous devons parfois dire, informer nos partenaires, informer Human Rights, informer la FIDH, informer Amnesty. Un jour ou l'autre, ces organismes-là finissent par le dire, l'écrire, et c'est là que le monde peut en parler. C'est là que le monde, je veux dire le monde, le journal Le Monde, ou les autres journaux français. Et quand c'est dit par les Rwandais eux-mêmes, généralement, ça ne transparaît pas dans la presse française. En tout cas, pas dans la presse à laquelle on est habitué, que l'on connaît, Le Monde, Libération, et toute cette presse traditionnelle. Vous êtes en silencieux. Excusez-moi, j'avais fermé mon micro et je parlais sans avoir allumé mon micro. Donc, vraiment, ici, je vous propose vraiment parce on ne peut pas entrer en détail avec ce rapport, alors qu'il amène vraiment des éléments dont il est vraiment nécessaire d'en parler. Or, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps. Je vous proposerai franchement qu'on en reparle une autre fois. Je pense d'ailleurs faire une émission spéciale en langue nationale parce que c'est un rapport de 139 pages. Figurez-vous, c'est un livre en fait. Un livre. Avec des documents, avec des témoignages, des gens qui ont été, avec des cas précis, des gens qui ont été assassinés, des gens qui ont subi des pressions justement, des gens qui ont été harcelés, des gens qui ont été surveillés, des gens qui ont été déportés au Rwanda. Vraiment, avec beaucoup d'éléments dont on ne peut pas parler vraiment dans quelques minutes, comme ça, parce que nous ne laissons plus que quelques 2 minutes pour le moment, pour terminer notre émission à langue française d'aujourd'hui. Mais je voulais vraiment vous remercier de nous avoir accordé ces quelques 2 heures, plus de 2 heures que nous avons passé ensemble pour parler de ces 2 sujets, mais tout en vous demandant vraiment qu'on revienne plus approfondi sur ce sujet en relation avec son rapport de Human Rights Watch, parce que vraiment c'est un rapport qui mérite vraiment qu'il soit encore bien souligné, parce que là, c'est d'une grande importance, vraiment, à mon entendement, parce que justement, si on la situe dans l'environnement global, justement, dont on parlait tout à l'heure, où on voit que après ces presque 33 ans où Kagame faisait tout ce qu'il voulait, maintenant vraiment qu'il y a des signaux qui commencent vraiment à s'allumer, des signaux d'alarme qui commencent à s'allumer, qui pourraient franchement lui faire comprendre qu'il est peut-être temps, sinon de changer la façon de faire, au moins de commencer à réfléchir à sa fin, qui, je pense, n'est pas trop loin, on va dire. Parce que s'il continue vraiment sur cette lancée-là,
Vraiment, il ne fera que précipiter sa fin, tout simplement. Ou alors qu'il change de position et qu'il change de façon de faire, qu'il arrête de massacrer les gens, qu'il arrête de harceler les gens, de harceler même les familles des gens qui osent critiquer son régime. Ils ont vraiment des techniques qui sont très bien détaillées dans son rapport. On va y revenir vraiment dans une autre émission, monsieur l'ambassadeur. Je voulais tout simplement vous remercier. Et je ne sais pas si vous auriez un mot de clôture ou si vous avez déjà dit votre mot de clôture. Comme ça, on va arrêter pour aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur. À vous la parole. Vous me connaissez bien, j'ai toujours quelque chose à dire. Hein. Oui, S'agissant de ce domaine aussi qui nous préoccupe, c'est-à-dire le domaine des droits de l'homme, le domaine de la lutte pour l'avènement d'une démocratie d'un pays où on peut vivre sans devoir se cacher tout le temps, sans devoir passer par les chemins des rats, comme ils disent en Ouganda, eh bien, ce que j'ai dit tout à l'heure, s'agissant de la RDC, en m'adressant aux opposants congolais, en m'adressant au gouvernement congolais, je vais le dire aussi à l'égard des Rwandais. Parce que nous pensons en être sortis. Mais en réalité, ce qui nous bloque, nous les Rwandais, c'est la dispersion. Parce que parfois, au lieu de nous concentrer sur tout ce qui peut nous unir, en essayant de trouver des compromis ou des consensus sur les sujets principaux qui nous préoccupent, eh bien là, on va aussi se multiplier, chacun a sa chapelle, chacun a sa façon de voir les choses, ce qui est tout à fait naturel. Mais nous devrions aussi établir une sorte de trêve. En ce moment précis où l'on sent, et tout le monde le sait, que le régime qui nous opprime, le régime qui nous terrorise, le régime qui vient nous tuer à l'étranger, le régime qui tue nos frères et sœurs au Rwanda, le régime qui garde en prison d'ailleurs, à partir de demain, on va commencer à en parler, qui garde nos jeunes compatriotes arrêtés au mois d'octobre 2021, je pense. Ça fait 2 ans que ces jeunes-là sont en prison, que certains dorment dans des trous où ils sont enfermés sans pouvoir parler à qui que ce soit, sans avoir rien fait que d'avoir dénoncé les abus du pouvoir. Nous devons, je pense, nous aussi nous engager dans une sorte de sainte alliance. De sainte alliance, oublier ce qui peut nous diviser, nous concentrer sur les points positifs de notre lutte et nous mettre ensemble pour faire peser d'un poids plus lourd nos revendications et la vérité que nous représentons tout de même, la société civile qui est représentée entre autres par le CCSR, propriétaire de Radio Rumuri, je le précise aussi, notre organisation dont j'ai parlé tout à l'heure, Rwanda Bridge Builders, qui a une trentaine de membres tout simplement, c'est pas rien, et les partis politiques qui ne sont pas membres et d'autres personnalités indépendantes, nous devrions faire très très vite, au lieu de nous perdre dans des débats, qui a fait ceci le premier, qui ne l'a pas fait, qui a rencontré telle personnalité, qui ne l'a pas fait. Quand cela s'est-il passé? Ça, ce sont des questions enfantines, je trouve. Moi, je n'ai pas à me glorifier d'avoir rencontré le roi de je ne sais quel pays. Je l'ai rencontré et puis c'est tout, mais ça ne change rien. Je ne peux pas me glorifier d'avoir été dans telle ville. Non, 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 non. Il faut qu'on travaille sur l'essentiel. Aidons-nous, nous-mêmes, et les autres nous aideront après. Je vous remercie beaucoup.